Je me souviens encore du bruit que mon corps a fait en percutant le parquet de la salle à manger. Ce n'était pas vraiment un bruit sourd, plutôt un craquement sec, suivi d'un glissement, puis du silence. Ce genre de silence qui n'existe que pendant une fraction de seconde avant que les rires n'éclatent. La voix de ma sœur aînée, Camille, résonnait encore à mes oreilles. « Dégage de la table. Va manger par terre » avait-elle hurlé, sa main déjà sur mon épaule, poussant violemment, décidant que je n'avais pas ma place à cette table avec les autres. Et la pièce a explosé de rire. Pas seulement ses amis. Pas seulement son mari. Ricanant derrière son verre de vin rouge. Mais mes parents aussi. Ma propre mère a couvert sa bouche avec sa serviette de table brodée, essayant de cacher le sourire qui s'étalait sur son visage. Mon père, lui, n'a même pas pris la peine de se cacher, il a renversé la tête en arrière et a ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait jamais vue, comme si voir sa plus jeune fille s'écraser sur le chêne massif était le summum du divertissement. Je suis resté là un moment, la paume de la main brûlante à cause de l'impact, la hanche déjà endolorie. La chaise sur laquelle j'étais assise était renversée à côté de moi. Un pied pointé vers le plafond comme un insecte mort. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était au nombre de fois où je m'étais assise à cette table en me sentant exactement comme cette chaise, inutile, encombrante, quelque chose qu'on écarte d'un coup de pied quand cela ne sert plus à rien. Mais ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur moi-même. J'ai levé les yeux vers Camille. Elle se tenait au-dessus de moi, les bras croisés, cette expression imbue d'elle-même plaquée sur son visage. La fille prodigue. Celle qui ne faisait jamais rien de mal. Celle qui avait eu droit au meilleur école privée de Neuilly pendant que je cumulais les contrats d'intérim pour payer ma licence à la faculté. Celle qui avait reçu l'apport pour son appartement dans le 16e arrondissement en cadeau de mariage alors qu'on m'avait dit qu'il ne restait simplement rien pour moi. Elle portait un chemisier en soie que je lui avais offert 3 Noëls auparavant, à l'époque où je croyais encore que les cadeaux pouvaient acheter l'amour. L'ironie ne m'échappait pas. Profitez bien de ce dîner, ai-je dit d'une voix calme. Plus posée que prévu, si calme que quelques têtes se sont tournées vers moi. C'est le dernier que vous me volerez. Le rire ne s'est pas arrêté tout de suite, il s'est dissipé lentement, comme une musique qui s'éteint. Camille a ricané en levant les yeux au ciel. « Oh, s'il te plaît, arrête ton cinéma et relève-toi, tu te donnes en spectacle. » Mais je n'avais pas honte, j'en avais fini. Quelque chose s'était débloqué en moi quand mon corps avait touché le sol. Quelque chose qui s'accumulait depuis 23 ans venait de s'enclencher. Avec un son que moi seul pouvais entendre, le bruit d'une porte qui se ferme. D'un interrupteur qu'on bascule, le son d'une personne qui a enfin totalement et irréversiblement cessé d'en avoir quelque chose à faire. Je me suis levé. Lentement, j'ai épousseté mes vêtements comme si de rien n'était, comme si je ne venais pas d'être agressé physiquement devant 8 personnes censées m'aimer. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. L'écran était déjà allumé par une notification que j'attendais depuis toute la semaine. Une seule pression, c'est tout ce qu'il a fallu. Un clic sur un bouton de confirmation que j'avais préparé 3 mois plus tôt, quand j'avais commencé à planifier ma sortie de cette famille. Pas de scène, pas d'avertissement, pas de discours dramatique. Juste le léger contact de mon pouce contre le verre, puis le téléphone est retourné dans ma poche. J'ai attrapé mon sac dans le couloir. J'entendais des murmures derrière moi, quelqu'un a prononcé mon nom, ma mère. Peut-être, mais ça n'avait plus d'importance. Rien de ce qu'il disait ne comptait plus parce que les dossiers avaient déjà été déposés, les comptes avaient été signalés, l'avocat avait reçu ses instructions et la vérité sur ce que cette famille cachée avait été emballée avec un joli ruban adressé à chaque personne qui avait besoin de la voir. Je suis sorti par la porte d'entrée sans un regard en arrière. L'air frais de la nuit a frappé mon visage.
Et j'ai pris une grande inspiration, il avait un goût différent de celui de mon arrivée, plus pur, plus frais, comme de l'oxygène après des années de suffocation. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas parce que j'étais triste, mais parce que j'attendais. Au matin, j'avais 73 appels manqués. Le soleil n'était pas encore levé que mon téléphone vibrait déjà sur la table de nuit, les notifications s'empilant comme les briques d'un mur, SMS, messages vocaux, emails, une cascade de désespoir inondant chaque canal de communication. Le premier message vocal était de mon père, sa voix tremblait. Non pas de colère, mais de peur. Qu'est-ce que tu as fait? Les comptes bancaires sont gelés, tous, le compte de l'entreprise, le compte personnel, tout. Rappelle-moi immédiatement. Je l'ai supprimé. Le deuxième était de ma mère. Elle pleurait, s'il te plaît, mon bébé, quoi que ce soit, on peut s'arranger. Reviens à la maison. J'ai supprimé celui-là aussi. Le troisième était de Camille, elle ne pleurait pas, elle hurlait, espèce de petite psychopathe. Tu crois que tu peux détruire ma vie? Celle de ma famille? Tu n'es rien, tu n'as jamais rien été, et quand je découvrirai ce que tu as fait, je t'écraserai. Celui-là, je l'ai gardé, non pas parce qu'il me faisait mal, mais parce que je voulais le réécouter plus tard, quand tout serait terminé, pour entendre le moment exact où elle croyait encore avoir du pouvoir sur moi, l'instant précis. Avant qu'elle ne comprenne l'ampleur de son erreur. L'après-midi, la panique totale s'était installée. Je recevais des appels de numéros inconnus, l'avocat de la famille, l'associé de mon père, une femme se présentant comme enquêtrice de la brigade financière posant des questions très précises sur les transactions que j'avais signalées. Les portes se fermaient, une par une, chaque appel était un verrou supplémentaire, une issue condamnée. Et voici ce que personne ne comprenait encore, il ne s'agissait pas seulement de geler des comptes bancaires, il s'agissait de tout mettre en lumière. Voyez-vous, pendant des années, j'avais été la fille invisible, celle qu'on ignore, celle à qui on coupe la parole pendant le dîner, celle dont on a transformé la chambre en salle de sport pendant mes études parce qu'il supposait que je ne reviendrais pas. Mais l'invisibilité a ses avantages. Quand personne ne vous voit, on ne fait pas attention à ce qu'on dit devant vous, on ne cache pas ses documents, on ne protège pas ses ordinateurs par des mots de passe compliqués. Il ne remarquait pas que je me tenais dans l'embrasure des portes à écouter, il ne remarquait pas que je prenais en photo les dossiers laissés sur le plan de travail de la cuisine. Il ne me remarquait pas du tout. Et j'étais attentive. Depuis très, très longtemps. La vérité était bien plus sombre que ce que j'avais imaginé au départ. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? On commence par creuser un petit soupçon et soudain, on découvre des choses qui vous soulèvent le cœur, des choses qui ne font pas que ruiner des réputations, mais qui envoient les gens en prison. L'entreprise de mon père n'était pas seulement prospère, elle était bâtie sur la fraude, détournement des fonds de prévoyance. Des employés, fausses factures, sociétés écrans aux îles Caïmans que j'avais tracées à travers 3 ans de déclarations fiscales qu'il pensait avoir dissimulées. Il volait ses propres ouvriers, des gens qui lui faisaient confiance, des gens avec des familles, qui n'avaient aucune idée que leur cotisation retraite était lentement siphonnée pour financer l'addiction au shopping de luxe de ma sœur et les investissements immobiliers de ma mère. Et Camille, la parfaite Camille qui m'avait poussé de ma chaise comme si je n'étais rien, n'était pas seulement cruelle, elle était complice. Elle avait signé des documents, ouvert des comptes à son nom pour aider au blanchiment d'argent. Elle savait, bien sûr qu'elle savait. La fille préférée n'était pas seulement protégée, elle était une partenaire de crime, liée légalement et littéralement à tout ce qui pourrissait au cœur de cette famille. J'avais tout découvert 8 mois auparavant. Le premier document, je l'ai trouvé par accident, un relevé bancaire laissé ouvert sur l'ordinateur de mon père pendant qu'il était aux toilettes. Je m'étais assise pour consulter mes mails et j'avais vu des chiffres incohérents,
des transferts qui ne devraient pas exister. Et une fois que je l'avais vu, je ne pouvais plus l'ignorer. Le lendemain, j'ai ouvert un coffre-fort numérique, j'ai commencé à faire des copies. J'ai engagé un détective privé avec l'argent économisé de mes 3 jobs car mes parents refusaient de m'aider pour quoi que ce soit. J'ai trouvé une avocate spécialisée dans les crimes financiers, Maître Delphine, qui a examiné mes preuves avec des yeux écarquillés en me demandant « Est-ce que vous réalisez ce que vous avez entre les mains ?» Je le comprenais parfaitement. Le soir de ce premier jour de chaos, les rumeurs avaient commencé. Mon téléphone sonnait toujours, mais cette fois, c'était différent. C'étaient des amis de la famille, des parents éloignés, des gens du club de tennis de ma mère. La nouvelle se propageait. Comme un virus, quelqu'un avait signalé des activités suspectes, le fisc avait été contacté, un audit était imminent. Des noms étaient chuchotés dans des pièces où je ne me trouvais pas, mais je sentais les vibrations de tout cela. Comme un tremblement de terre que moi seul avais prédit. La nuit venue, j'étais assise à la petite table de ma cuisine dans mon appartement à l'autre bout de la ville, mangeant un bol de soupe, regardant mon téléphone s'allumer avec le 74e appel manqué. C'était encore Camille. J'ai laissé sonner. J'ai fini ma soupe, je me suis essuyé la bouche avec une serviette et j'ai repensé à ce dîner, celui où j'avais percuté le sol, celui où ils avaient tous ri. J'ai imaginé la même table, dans la même maison, avec la même famille, mais cette fois la scène était différente, personne ne riait. Ils étaient tous assis. En silence, fixant des papiers qu'ils ne pouvaient pas expliquer, des comptes auxquels ils ne pouvaient plus accéder, fixant un avenir qui s'était soudainement effondré en une pile de documents juridiques et de poursuites pénales. Et puis j'ai pensé à ce qui allait suivre, car le gel des comptes n'était que le premier coup. Les dossiers de preuve n'avaient même pas encore été livrés à la presse, les autorités n'avaient pas encore frappé à leur porte. La véritable destruction était encore à quelques heures de là, montant comme une vague en pleine mer, invisible pour tout le monde sauf pour moi. Ce que ma sœur ne savait pas encore, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ce n'était que le tout début de mon plan, le premier domino d'une chaîne qui atteindrait chaque recoin de leur vie jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien debout. J'ai posé ma cuillère et j'ai souri. Pour la première fois en 23 ans, c'était moi qui avait le contrôle. Pour la première fois en 23 ans, c'était eux qui étaient au sol. Et je n'avais pas fini de pousser. Les 48 heures suivantes se sont déroulées comme un film que j'avais dirigé dans ma tête 100 fois. À 7h15 le lendemain matin, j'ai envoyé un seul message crypté à mon avocate, publié tout. Elle a répondu par un simple emoji. Pouce levé, cette petite icône me semblait plus lourde qu'un marteau de juge. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et je me suis fait un café, écoutant le silence de mon appartement, savourant chaque seconde du dernier moment de calme que j'aurai avant longtemps. À 8h03, le premier domino est tombé. L'associé de mon père, un homme nommé Gérard qui m'avait toujours appelé « ma puce », comme si mon prénom n'avait pas d'importance, a laissé un message vocal. Si frénétique que j'ai dû l'écouter 2 fois, la brigade financière est là. Ils ont un mandat, ils emportent les ordinateurs. Qu'est-ce que ta famille a fait? Appelle-moi, rappelle-moi tout de suite. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Je ne l'ai pas rappelé, je n'étais pas celle qui pouvait le sauver. Puis est venue la vague que je n'avais pas totalement prédite. Les dossiers de preuves que j'avais compilés n'avaient pas été envoyés qu'aux autorités. Delphine, suivant mes instructions, avait également livré anonymement un ensemble de documents à un journaliste d'investigation financière d'un grand quotidien national. J'avais hésité pendant des semaines, l'exposition publique était l'option nucléaire, mais j'avais appris à la dure que cette famille ne fonctionnait qu'à la réputation. Ils auraient supporté une enquête à huis clos si leur statut social restait intact. Alors, j'ai fait tomber les murs. À 11h49,
Le premier article est paru. J'ai vu l'alerte flasher sur mon écran pendant que je coupais un avocat et je me suis arrêté net. Le titre m'a frappé en pleine poitrine, un homme d'affaires de Neuilly sous enquête fédérale, les actifs familiaux gelés sur fond d'allégations de détournement de fonds. En dessous, une photo de mon père lors d'un gala de charité l'année dernière, son bras autour de ma mère, tous deux rayonnant devant l'objectif. Comme s'il possédait le monde. C'était le cas, fut un temps. Plus maintenant. L'article citait des noms, mentionnait les sociétés écrans au Caïman, les écarts dans les fonds de pension touchant plus de 200 employés, et les membres de la famille potentiellement impliqués. La section des commentaires explosait déjà de mots comme « arrestation »,« dégoûtant » et « enfin ». Mon téléphone a recommencé à vibrer avec des messages de numéros que j'avais bloqués mais qui passaient par d'autres applications. Des cousins, des amis d'eux. La famille, des gens qui étaient présents à ce dîner et qui avaient ri quand j'avais touché le sol. Ils voulaient tous savoir si j'allais bien, mais ce qu'ils voulaient vraiment savoir, c'était si c'était moi qui avais fait ça. Je n'ai pas répondu, je n'avais plus rien à leur dire. À 14h37, la situation a dégénéré d'une manière que même moi je n'avais pas anticipée. L'association caritative de ma mère, une fondation contre le cancer, qu'elle présidait depuis 6 ans, a publié un communiqué suspendant ses fonctions indéfiniment en attendant un audit interne. Le communiqué était froid, clinique et absolument dévastateur. Il s'est avéré qu'une partie des dons qu'elle se targuait d'avoir récoltés avait en fait été détournée des comptes de l'entreprise de mon père. Elle blanchissait de l'argent à travers une œuvre caritative pour le cancer. Quand j'ai lu cette ligne, j'ai posé mon café et j'ai fixé le mur pendant 1 minute entière. J'avais soupçonné des malversations. Mais je n'avais pas trouvé cette pièce-là du puzzle. Quelqu'un d'autre l'avait déterrée, déclenchée par la fuite initiale. Le château de cartes ne s'écroulait pas seulement, il implosait, et chaque carte qui tombait révélait quelque chose de plus immonde en dessous. Je pensais que je ressentirais de la culpabilité. Mais non. Je ressentais une satisfaction étrange et creuse, comme de regarder un chirurgien retirer une tumeur avec laquelle on avait appris à vivre tout en sachant qu'elle nous tuait. Ce soir-là, Camille a débarqué chez moi. Je ne l'attendais pas. J'avais déménagé 6 mois plus tôt et gardé mon adresse secrète, mais elle avait dû la trouver via une vieille facture ou un détective. Désespéré. Je l'ai entendu marteler ma porte à 20h, sa voix déjà rauque à force de hurler, « Ouvre cette porte. Je sais que tu es là. Tu as ruiné ma vie. Je n'ai plus rien. Mon mari m'a quitté. Il a découvert les comptes, il a pris les enfants et il est parti. Tu es contente maintenant? Tu es contente? » Je me tenais de l'autre côté de la porte, ma main posée sur le bois froid, je sentais les vibrations de ses poings. Elle pleurait, vraiment. La fille préférée, celle qui avait tout reçu sur un plateau, se retrouvait soudainement sans rien. Son mari avait apparemment fait le lien plus vite que prévu, les documents envoyés aux autorités avaient provoqué un séisme, et dès que les enquêteurs avaient commencé à l'interroger, il avait vu la vérité sur ce que sa femme signait depuis des années. Il avait pris les enfants et déposé une demande de garde exclusive en urgence le matin même. Elle était seule, ruinée. Risquait des poursuites pénales. Je n'ai pas ouvert, mais j'ai parlé assez fort. Pour qu'elle m'entende à travers le bois, tu m'as poussé de cette chaise. Camille, devant tout le monde. Pendant des années, tu m'as fait croire que je ne méritais pas ma place à table. Maintenant, tu n'as plus de table où t'asseoir? Plus de maison, plus de famille. Va te trouver ton propre sol. Elle a poussé. Un cri que je ne peux décrire que comme un gémissement de bête blessée, puis le silence, puis le bruit de ses pas qui s'éloignaient. Je ne l'ai pas regardé partir. Je suis resté là, respirant calmement, attendant l'appel suivant. Il
est arrivé à 22h12. C'était ma mère. Cette fois, j'ai décroché. Tu nous as détruits, a-t-elle murmuré d'une voix brute, dépouillée du ton poli qu'elle utilisait dans les galas. La maison est saisie par un huissier. Ton père risque l'inculpation. Les avocats disent qu'il n'y a rien à faire. Toutes ces années où on t'a donné un toit, de la nourriture, des vêtements. Comment as-tu pu faire ça? J'ai fermé les yeux, j'ai repensé à ce toit, à la chambre qu'il m'avait prise, aux vêtements qu'il ne m'achetait que lorsque la famille venait en visite pour faire semblant de se soucier de moi, au repas que je mangeais seul dans la cuisine pendant qu'il dînait en riant sans moi. Tu ne m'as pas donné un toit, ai-je dit. Doucement, tu m'as donné un plafond contre lequel je ne cessais de me cogner la tête, et tu n'as jamais remarqué le sang. J'ai construit ma propre maison ailleurs, et maintenant je m'assure que la tienne s'effondre, comme elle aurait dû le faire il y a des années. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. C'était le cadeau que je me faisais, le dernier mot. Après une vie entière à être interrompue, réduite au silence et ignorée, j'ai mis fin à la conversation selon mes propres termes. Le lendemain a été le règlement de compte public que j'avais imaginé. Les agents de la brigade financière ont perquisitionné la villa de mes parents. Quelqu'un a posté une vidéo en ligne qui est devenue virale en quelques heures. On voyait les agents sortir avec des cartons de documents, la porte d'entrée de cette demeure grandiose grande, ouverte comme une plaie béante. Les voisins se tenaient sur leur pelouse. Impeccable, téléphone à la main, bouche bée. Les mêmes voisins qui venaient au barbecue l'été, les mêmes qui avaient entendu ma sœur se moquer de moi et n'avaient rien dit. Ils étaient tous témoins maintenant. J'ai regardé la vidéo 3 fois, et à la 3e, j'ai mis pause au moment exact où la caméra apercevait la salle à manger par la fenêtre. Je voyais la table. Cette table. Celle-là même où j'avais été projeté au sol sous les rires. Elle était toujours là, entourée de chaises vides, monument silencieux du moment où ma vie avait basculé. Bientôt, cette table serait vendue aux enchères pour payer les réparations, ou saisie comme actif. Je m'en fichais, elle n'accueillerait plus jamais de dîner de famille. À la fin de la semaine, les conséquences juridiques étaient scellées. Mon père a été formellement inculpé de plusieurs chefs d'accusations de fraude, blanchiment d'argent et détournement de fonds. Les preuves accumulées pendant 8 mois étaient si complètes que le procureur a confié plus tard à Delphine qu'il avait rarement vu un dossier aussi solide, provenant d'un lanceur d'alerte. Mon père risquait jusqu'à 20 ans de prison. Camille a été inculpée de complicité, ses comptes avaient servi à blanchir l'argent et sa signature figuraient sur des documents indéfendables. Elle ne risquait pas la même peine que mon père, mais elle ferait de la prison ferme. Même avec une remise de peine, son avenir se résumait à un tribunal, une cellule et un casier judiciaire qui la suivraient pour toujours. Ma mère a tout perdu elle aussi. L'audit de l'association a révélé assez d'éléments pour transmettre son dossier au procureur de la République, pas encore d'inculpation criminelle, mais les donateurs préparaient déjà des poursuites civiles pour récupérer leur argent. Le club de tennis l'a radié. Son cercle social s'est évaporé du jour au lendemain. Les femmes qui déjeunaient avec elle chaque jeudi prétendaient maintenant ne l'avoir jamais rencontrée. L'une d'elles a même publié un message public se disant, profondément choquée. L'hypocrisie était presque un article. Quant à moi, j'ai coopéré pleinement à l'enquête. J'étais protégé par le statut de lanceur d'alerte et Delphine s'était assurée que ma position juridique soit inattaquable. Je n'ai pas été inculpé, je n'ai même pas été nommé comme suspecte. J'étais la victime d'un système familial toxique, devenu témoin clé pour l'accusation. Le portrait que les médias ont brossé n'était pas celui d'une fille vengeresse, mais celui d'une survivante ayant trouvé le courage de dénoncer la corruption de l'intérieur. Mais moi, je
connaissait la vérité, ce n'était pas du courage, c'était un acte de vengeance. Long, froid et méticuleusement planifié. Et je n'avais aucun regret. 2 semaines après le dîner par lequel tout avait commencé, je me suis tenu une dernière fois en face de la maison de mes parents. Un avis de saisie immobilière était scellé sur la porte d'entrée. Les fenêtres étaient sombres, la pelouse commençait déjà à être à l'abandon. L'allée était vide, à l'exception de quelques feuilles mortes poussées par le vent contre la porte du garage. Le silence de l'endroit était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes photos jusqu'à celles que j'avais prises le soir de la confrontation, juste avant de partir pour toujours. C'était une photo de la salle à manger prise rapidement depuis le couloir, ma sœur riait, mon père levait son verre, ma mère s'essuyait les lèvres. Moi. J'étais déjà au sol, hors cadre. Je l'ai regardé un long moment, puis je l'ai supprimé. Je n'en avais plus besoin. La scène était gravée dans ma mémoire. Mais elle avait perdu son pouvoir. Ils avaient fait de moi un fantôme dans ma propre famille, alors je suis devenue celle qui les a hantés jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai rangé mon téléphone, je me suis retourné et j'ai marché vers la voiture qui m'attendait pour m'emmener vers mon nouvel appartement, ma nouvelle vie, une nouvelle ville où personne ne connaît mon nom. Derrière moi. La maison restait silencieuse et froide, monument de tout ce que la cupidité et la cruauté peuvent détruire. Ils ne m'ont pas seulement perdu, ils ont tout perdu. Et je n'ai jamais regardé en arrière.